Les amis, petite parenthèse avant le début de la vidéo que vous vous apprêtez à regarder. Tout d'abord, cette vidéo, c'est un entretien d'environ 40 minutes avec le réalisateur Bruno Samper, qui a notamment réalisé dernièrement le film Vesper Chronicle. C'est un des rares auteurs de SF en France et ça a été un immense plaisir de pouvoir m'entretenir avec lui et de pouvoir l'interviewer. Malheureusement, l'entretien n'ayant pas pu se faire en face à face, on a dû procéder en visio et malheureusement on a eu la mauvaise idée de faire ça sur Google Meet. Et chose qu'on ne savait pas, c'est que sur Google Meet on est limité à 1 heure de visio gratuitement en fait, et donc c'est pour ça qu'à la fin ça va couper un peu brutalement, donc je m'en excuse. Autre point sur lequel je tenais à m'excuser, c'est que en fait j'ai eu un bug au niveau de l'enregistrement de mon côté pour mon micro, et en fait c'est pour ça que vous n'allez absolument pas m'entendre parler de toute l'interview, seulement au début pour présenter l'invité, pour le saluer, le remercier de sa présence, et seulement à la fin pour le remercier à nouveau et pour conclure brièvement l'interview, parce que comme je vous ai dit ça a coupé un peu brutalement à la fin. Et voilà, j'espère sincèrement du fond du cœur que cet entretien vous plaira, parce que je bosse dessus depuis le mois de février, je vais pas vous cacher, parce que au vu de tous les problèmes techniques qu'on a eu pour tourner cet entretien, j'ai longuement hésité à vous le sortir, et bon l'entretien est fait, ce serait bête de garder ça pour soi. Voilà, je tenais aussi sincèrement à vous remercier du fond du cœur pour tout le soutien que vous m'apportez indirectement en fait avec Matin Film, parce que c'est grâce au temps que vous m'accordez et c'est grâce à la crédibilité que vous m'accordez que derrière moi je peux vous proposer ce genre de vidéos, que je peux vous proposer des entretiens avec des réalisateurs, que je peux aller couvrir des festivals, que voilà, notamment des rédactions me font confiance pour pouvoir aller les représenter dans des événements. Donc voilà, merci du fond du cœur, merci pour tout. Tout ça n'aurait jamais été possible sans vous, et normalement si tout se passe bien, cette vidéo sort le 31 décembre au soir. Donc je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour l'année à venir, et on se dit à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Sur ce, à la prochaine. The surface is beautiful, but underneath, it's a joyless and a lonely life. But you are different. Déjà, merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci à vous pour l'invitation. On est là dans le cadre d'une interview pour parler donc de vous, de votre dernier film Vesper Chronicle, et plus largement du cinéma français, avec la possibilité de pouvoir créer de la science-fiction, du cinéma de genre et autres en France. Et du coup, première question, petite présentation de vous. Qui êtes-vous? Quel est votre parcours? Donc je m'appelle Bruno Samper, je suis réalisateur. Mon parcours, je viens des arts plastiques à la base. J'ai fait des études d'arts plastiques et ce qu'on appelle sciences de l'art, c'est-à-dire sémiologie, esthétique, histoire de l'art. Ensuite, au début des années 2000, voilà, je me suis orienté vers j'ai découvert, comme beaucoup de gens, l'outil multimédia, l'interactivité, avec un logiciel à l'époque qui s'appelait Flash, qui a disparu maintenant. Et voilà, on avait développé une revue sur Internet, une revue multimédia où on invitait des artistes à venir expérimenter justement le médium interactif. Donc ça a été très formateur, justement, le fait de travailler aussi en collaboration avec plein d'artistes, avec des univers différents, et d'essayer de réfléchir ensemble justement à des nouvelles formes d'écriture, à utiliser l'interactivité justement, et tout ce que ça pouvait apporter comme nouvelle forme justement d'écriture. Donc ce qu'on appelle l'écriture interactive au sens large, et qui est très intéressante, parce que l'interactivité, c'est en quelque sorte, ça peut servir en fait à métaphoriser des choses et à créer en fait un nouveau langage. Et puis en parallèle, j'ai toujours eu une passion dévorante pour le cinéma depuis tout petit. Je suis un cinévore, donc voilà. Et puis j'ai rencontré Christina Boisité, qui est la co-réalisatrice avec laquelle je travaille. Et puis elle était vraiment dans un cursus vraiment purement cinéma. Et puis on a commencé à travailler ensemble, et voilà, de fil en aiguille.
notre rêve s'est concrétisé. Vesper Chronicle, c'est avant tout un conte de fées. On l'a vraiment pensé comme un conte de fées avec la simplicité d'un conte de fées. Donc on voulait vraiment ce qu'on appelle une ligne claire dans l'histoire, c'est-à-dire une histoire volontairement très simple, comme le petit chaperon rouge, comme la Belle au bois dormant. Voilà, quelque chose de très simple, un message finalement très simple, sur lequel en fait on puisse greffer en fait des couches de sens, des couches de signifiants comme ça, mais qui peut passer par autre chose qu'une narration traditionnelle. C'est pour ça qu'on va parler de world building en fait, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de raconter une histoire. On va dire, il y a une façon traditionnelle avec une façon on va dire, le script comme base en fait, sur lequel on va pouvoir faire des twists, des contre-twists, enfin voilà, jouer avec tout un vocabulaire qui est de plus en plus sophistiqué, puisque aujourd'hui avec les séries, les gens ont pris l'habitude en fait d'avoir justement des scénarios qui sont de plus en plus sophistiqués. Et nous, on voulait revenir à une forme de simplicité du conte. Vesper parle de graines. On comparait en fait le film Vesper comme une graine en fait. Certains films sont une fleur. Et Vesper, c'est une graine, c'est-à-dire c'est pas une fleur qui s'est développée encore, mais qui reste voilà à l'état de potentiel. Donc voilà, on voulait faire un conte de fées. On est aussi passionné de science-fiction et on est passionné de ce qu'on appelle de prospective en fait, d'essayer d'imaginer le futur et de tout ce qui est intéressant dans le design, et voilà, petit à petit est née l'histoire de Vesper, et on voulait vraiment créer ça aussi dans la nature, dans une forêt, rapport au conte de fées bien entendu, mais aussi parce que Christina est lituanienne et que voilà, on voulait aussi tourner en Lituanie. La Lituanie a cette atmosphère, a cette qualité comme ça de conte de fées, donc qui était très inspirante pour nous. Donc voilà, on a développé ça petit à petit, et puis on voulait aussi créer un film sur l'espoir. On voulait faire le film pour les adolescents qu'on était quand on avait 14 ans, quand on découvrait le cinéma et qu'on était passionnés, tout ça. Et on s'est dit on voulait faire le film qu'on aurait aimé voir à cette époque-là. Et en se projetant aussi, donc du coup, sur quelqu'un qui aurait 13-14 ans aujourd'hui, qui vit dans le monde aujourd'hui, qui est bombardé de nouvelles apocalyptiques, voilà, le changement climatique, les guerres, enfin voilà, il y a une espèce de difficulté comme ça à se projeter dans le futur. On se dit, enfin pour les jeunes générations, notre génération, voilà, on avait l'horizon comme ça de l'an 2000. Moi j'étais jeune et il y avait comme ça cette espèce d'horizon de l'an 2000. Et dans notre imaginaire, en fait, même si c'était dur et tout ça, on avait une espèce d'horizon comme ça en se disant, voilà, après l'an 2000, voilà, tout va devenir mieux. Enfin voilà, il y a une espèce d'utopie comme ça. Quoi. Et puis aujourd'hui, voilà, on vit presque dans une espèce de dystopie. Donc on s'est dit, on va pousser les potards à fond. On va vraiment pousser. Et on va dire, voilà, on est dans un monde où il n'y a plus d'espoir. Un monde qui est mort, qui est moribond, qui est vraiment en train de mourir. Et dans ce monde-là, s'il y a une personne jeune, une enfant, une personne jeune qui est là, elle veut vivre en fait, elle ne peut pas se contenter de ça. Donc quel est son regard? Comment elle peut trouver de la beauté dans ce monde-là? Et comment elle peut trouver de la beauté? Comment elle peut trouver de l'espoir? Et comment elle peut imaginer en fait que ce monde peut continuer à vivre ou peut-être renaître en fait? Donc voilà, c'est tout ça qui nous a amené à Vesper. Vesper s'inscrit dans un mouvement qui est, en tout cas au cinéma, pas très très représenté, qui s'appelle le biopunk. On appelle ça la biofantasy, quelque part, pour Vesper. Et c'est vraiment quelque chose qui nous passionne et depuis des années, en fait. Travailler sur l'organique, sur le bio, sur la génétique, sur les manipulations génétiques et tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est passionnant. C'est Asimov, je crois, qui a dit à un moment donné, voilà, quand la technologie est tellement avancée qu'elle est indistinguable de la magie. Et il y a quelque chose comme ça dans l'organique, dans le bio, c'est-à-dire que plus la technologie devient sophistiquée, plus on travaille aussi au niveau nano, au niveau des nanotechnologies et tout ça, plus on se rapproche du vivant, en fait. Et on est vraiment persuadé que plus la technologie va évoluer, plus elle va devenir organique. Voilà, donc ça, on se disait, voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous passionne depuis des années, où on collectait beaucoup d'informations, de références, d'inspiration, autour de ça, autour de cet univers, autour du bio, de l'organique et tout ça. Et on se disait, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas encore exploré, qu'on a vraiment envie, qui à la fois nous correspond et qu'on a vraiment envie d'explorer. On retrouve du biopunk. Alors, il y a des auteurs vraiment spécialisés dans le biopunk, mais il y a dans tous les auteurs de science-fiction, on peut trouver aussi des éléments chez Dan Simmons, dans Hyperion,
chez Kadik, dans justement Blade Runner a une dimension biopunk, parce que les réplicants eux-mêmes sont des machines organiques en fait, ne sont pas des machines mécaniques. Donc voilà, c'est déjà là en fait, on trouve ça dans Gum, dans Akira, dans plein de romans. Donc voilà, c'était plus des influences comme ça qui sont éparses. Pas des réticences forcément par rapport à l'univers, c'était plutôt voilà, quelle est la cible, parce que voilà, il y a finalement une protagoniste qui est une jeune fille de 13 ans, mais c'est aussi de la science-fiction, qui peut être un genre, on va dire, plus genré, dans le sens où c'est peut-être un genre qui intéresse plus le public masculin, en quelque sorte. Donc voilà, là, on est à quelque chose finalement d'assez poétique, d'assez délicat, de presque un peu féminin, même si j'aime pas faire ces différenciations. Mais en tout cas, voilà, le fait est qu'on a eu ces retours-là, en se disant oui, voilà, ça s'adresse à qui, c'est qui la cible, on voit pas trop comment le positionner et tout ça. On s'est battu pendant 10 ans, mais pas pour réunir les fonds, on s'est battu pendant 10 ans pour trouver les bonnes personnes. On a eu de la chance, il y a une espèce d'alignement des planètes, en fait, voilà, qui à un moment donné, voilà, fait que on a rencontré après les producteurs de Vesper, donc deux productrices lituaniennes, et en France, Alexis Perrin de Rumblefish, qui sont des gens passionnés, un peu fous, dans le sens où, voilà, ils vont sur des projets vraiment qui sont très atypiques et, comme on dit, out of the box. Et qui ont cru tout de suite au projet, qui ont cru aussi à la clarté de la vision en fait. On avait une vision précise, on savait où on allait, enfin, c'était cohérent, donc voilà, ils nous ont fait confiance là-dessus, quoi. Voilà, bon, après il y a des distributeurs qui sont intéressés, ce qu'on appelle des sales agents qui sont intéressés. On arrive comme ça à monter comme ça le financement. Un peu d'aide de la Lituanie aussi, voilà, et petit à petit, donc l'aide de la Lituanie donne confiance à d'autres investisseurs, etc., etc. Et le montage se fait comme ça. C'était pas, encore une fois, c'est pas un gros budget, donc voilà, c'est un budget raisonnable. Tout est relatif dans le cinéma, mais voilà, donc ça pas, enfin, réunir les fonds, voilà, ça n'a pas été. J'ai peut-être le producteur, le producteur Alexis Perrin pourrait en parler mieux que moi, et bon. Je pense que ça a été quand même un bon parcours du combattant, enfin, attention, mais voilà, oui, on n'a pas mis 10 ans, pour réunir les fonds pour Vesper. C'était intéressant comme expérience, parce qu'on a réussi à réunir les fonds, mais après, on est tombé en plein Covid. On a tourné d'ailleurs en plein confinement et tout ça, donc voilà. Après, les conditions n'étaient pas faciles, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'on a à chaque fois, on a eu des obstacles à chaque fois qui s'amoncelaient, et c'est une bonne philosophie, c'est-à-dire que, comment dire, on le dit souvent de manière théorique, mais voilà, quand il y a un truc qui fonctionne pas ou une couille qui arrive, en fait, derrière, il y a peut-être quelque chose qui va arriver, qui va le remplacer, qui est encore mieux. Et franchement, ça s'est vraiment vérifié là sur toute la production de Vesper, parce que de toute façon, une fois qu'on est lancé dans le train, c'est difficile de l'arrêter, quoi. Donc à moins d'aller au crash absolu, à chaque fois qu'il y a un obstacle, il n'y a rien qu'on puisse faire. Enfin, je veux dire, s'il y a un obstacle, il va falloir de toute façon trouver une solution, il va falloir de toute façon qu'un miracle ou quelque chose arrive et arrange les choses et tout ça, parce que de toute façon, si on passe pas ça, c'est le crash, et c'est le crash absolu, et bon, là, c'est vraiment la catastrophe absolue. Des collaborateurs qui, à la dernière minute, finalement, se retirent parce qu'ils peuvent pas et tout ça, il faut trouver quelqu'un d'autre. Les acteurs, voilà, pendant le Covid, c'était super compliqué, on pouvait pas on n'a jamais pu les rencontrer, donc tout se faisait par Zoom, même les répétitions se faisaient par Zoom. Voilà, on devait aller les voir, mais finalement le confinement en Angleterre a été encore renforcé, donc du coup ça a été annulé. Enfin, pendant toute la pré-production, en fait, les magasins étaient fermés, donc les chefs décorateurs, les production designers devaient commander les choses, les moindres clous par internet, en fait, se faire livrer. Donc ouais, ça a été funky. Notre cas est un petit peu particulier, puisque du coup, donc Christina, maintenant, elle parle français, mais avant, elle ne parlait pas français. Donc très rapidement, l'idée est venue, voilà, de travailler avec des comédiens britanniques. Non qu'on n'aime pas les comédiens français, mais justement parce que Christina
travail sur la direction d'acteurs et tout ça, donc elle se sentait pas, et donc voilà, on s'est orienté naturellement vers des comédiens britanniques en fait pour Vesper. À chaque fois, ça c'est un processus qui prend du temps parce que en général, enfin c'est pas en général, hein, mais vous donnez pas le script à 10 comédiens en même temps. Et voilà, vous êtes obligé, vous en choisissez un, vous lui donnez les scripts et vous attendez la réponse. Voilà. Et si la réponse est négative, bah, vous reproposez un autre acteur, vous attendez la réponse, etc., etc. Donc, en général, ça prend un mois pour moyenne la réponse. Donc, vous voyez, déjà, si vous avez 4-5 refus, vous avez déjà 5 mois de perdu comme ça avant de trouver un acteur. Donc voilà, non, mais on a un bon directeur de casting, on a essayé de cibler aussi, de trouver les bons acteurs en fait, il faut bien calibrer, pas voir trop haut, trouver les acteurs plus on vise très très haut, plus on a des chances de refus. Pour Raffaella, l'héroïne, c'est plus particulier parce qu'elle a fait quelques films avant, mais voilà, elle commençait réellement en fait, en tout cas c'est son premier grand rôle dans un film, en tout cas premier rôle. Rosie McEwen avait déjà fait des films, elle était déjà apparue dans la série The Alienist. Elle était incroyable, c'est ce qui nous a bluffé, nous a décidé en fait qu'on la voulait. Et après pour Jonas, voilà, on a Eddie Marsan, on a eu beaucoup de chance qu'il accepte parce que c'est un acteur qu'on admire beaucoup, et voilà. On trouvait qu'il était vraiment parfait pour ce rôle de Jonas, pour cet ogre. Parce que Jonas on voyait vraiment par les contes de fées. Pour nous, Jonas, c'est l'ogre, quoi. C'est exactement 41 jours, qui est pas énorme, mais qui est plutôt maintenant dans la moyenne haute. Enfin, pas mal de films aujourd'hui, justement pour les plateformes et tout ça. Souvent, ils ont une trentaine de jours pour tourner. Donc voilà, là, on avait 41 jours et voilà, on devait être malin. Et puis, des fois, il y a des scènes qu'on a coupées, ou des choses qu'on voulait faire qu'on n'a pas pu faire et tout ça. Donc on doit faire quand même toujours des sacrifices, mais on a réussi quand même à mettre dans la boîte ce qu'on voulait dans les grandes lignes. Voilà, après le tournage en extérieur aussi, le soleil aussi est une problématique. On perd beaucoup de temps parfois à attendre qu'un nuage vienne couvrir le soleil, parce que pour la continuité, en fait, tu tournes avec un ciel couvert, un ciel gris qui crée une lumière en fait qui est égale et tout ça. Et si tout d'un coup le soleil sort et tout d'un coup tu as des grosses ombres bien marquées et tout ça, tu n'as aucune continuité d'un plan à l'autre. Donc tu passes beaucoup de temps en fait à attendre que un nuage puisse bien arriver. Donc tu as des fois le chef électro qui est là avec une application, qui a un nuage qui va arriver là dans 10 minutes. On attendait le nuage du coup pour pouvoir vite. Pour nous, c'était très important de tourner en décor naturel. Donc, il y a un mélange. En fait, le studio, en fait, c'est uniquement pour les intérieurs. La maison de Vesper a été reconstituée en studio, plein de raisons, parce qu'on avait pour la mise en scène aussi, voilà, une idée très précise de la disposition intérieure, de la circulation et tout ça. Donc voilà, ça a été recréé en studio. Quelques éléments, le tunnel au début, quand elle va dans le souterrain, le tunnel, ça aussi, voilà, ça a été recréé en studio. Tout le reste, c'est du décor naturel et c'est très, très important pour nous. Jamais dire jamais, mais on essaye de minimiser le plus possible les fonds verts, le tournage en studio fond vert, parce que, il y a quelque chose en plus, il y a une magie dans l'immersion des acteurs. Pareil, le décor de Vesper, on a essayé de le travailler presque à 360 degrés aussi, à l'intérieur de la maison, de travailler vraiment les détails et tout ça, pour que les acteurs se sentent vraiment immergés dans cet univers. Après, cet univers se reflète sur eux, en fait, s'ils sont réellement immergés dedans, quoi. Et ça aide l'immersion, justement, du spectateur. Donc, pour nous, voilà, c'était très important. Et puis, d'avoir tout le chaos que puisse amener aussi un tournage en extérieur, qui est beaucoup plus difficile. Nous, on s'est battu. On avait besoin vraiment d'une atmosphère particulière en extérieur pour Vesper. Ce monde un peu comme ça, un peu moribond et tout ça. Donc, on a été à la limite comme ça du printemps. C'est-à-dire qu'on a dû repousser le tournage de 2-3 semaines parce qu'il y avait trop de neige. Il y avait de la neige, on ne devait pas avoir de neige et tout ça. Donc, on a dû attendre que la neige fonde. Mais en même temps, c'était une course contre la montre parce que le printemps allait arriver. Et le printemps veut dire des petits bourgeons verts. Voilà, en Lituanie, le printemps, c'est des petits bourgeons verts fluo qui tout d'un coup apparaissent partout, et du coup ça casse complètement tout le mood qu'on voulait créer. Donc c'était une course contre la montre comme ça, et le printemps en Lituanie est vraiment pas clément, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec de la pluie, de la grêle et de la neige le même jour.
C'est-à-dire que le même on arrive le matin, tout est blanc, donc voilà, on doit attendre que ça fonde, ou venir avec un camion avec de l'eau pour projeter de l'eau comme ça pour faire fondre la neige. Enfin voilà, on s'est battu contre les éléments comme ça. Le soleil aussi est une problématique. On perd beaucoup de temps parfois à attendre qu'un nuage vienne couvrir le soleil, parce que pour la continuité, en fait, tu tournes avec un ciel couvert, un ciel gris qui crée une lumière en fait, voilà, qui est égale et tout ça. Et si tout d'un coup le soleil sort et tout d'un coup tu as des grosses ombres bien marquées et tout ça, bah, tu n'as aucune continuité d'un plan à l'autre. Donc tu passes beaucoup de temps en fait à attendre que le nuage puisse bien arriver. Tu as des fois le chef électro qui est là avec une application et qui dit un nuage qui va arriver là dans 10 minutes. On attendait le nuage du coup pour pouvoir vite tourner notre plan. Et voilà, enfin, ce chaos-là, difficile à expliquer, mais rajoute quelque chose comme ça. Enfin, puis on voulait vraiment rendre hommage au paysage vraiment magnifique et majestueux de Lituanie aussi. On voulait miser pas mal sur les effets pratiques. Pour cette immersion aussi, pour que les acteurs le voient en fait. Il y a un côté en fait de presque d'émerveillement de voir cet effet pratique fonctionner, tout ça, qui contribue comme ça aussi à l'immersion. Parce qu'on sent aussi cette matérialité. Voilà, enfin pour nous c'était important l'idée d'être d'avoir des sentiments très tactiles comme ça. Voilà, sur Vesper on a beaucoup travaillé sur les textures et tout ça pour qu'on arrive à transposer uniquement par l'image un sentiment de pouvoir toucher les choses, que ce soit tactile, que ce monde soit concret, crédible et tangible. On a travaillé donc avec une boîte d'effets pratiques qui s'appelle WolfFX, qui est belge. On a fait une espèce de workshop, d'atelier, voilà, on a essayé de chercher plein de matériaux, de méthodes et tout ça, d'essayer de faire plein d'expérimentations. On travaillait avec des silicones, des latex, des poils, et puis des effets de pompe en fait. Tout simplement, des vessies ou des sacs plastiques comme ça, avec des pompes à air comme ça, qui gonflent, qui se rétractent, voilà. Sur les effets pratiques, en fait, sur les mouvements, en fait, on a joué vraiment sur des animations très simples, c'est-à-dire des respirations, des pulsations. Voilà. Quelque chose qui donne un sentiment de vie. Voilà. La respiration, la pulsation, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve vraiment dans la nature et le monde animal et qui donne tout de suite un sentiment de vie. Dès qu'on a voulu aller dans des mouvements beaucoup plus complexes ou des choses un peu comme des serpents, voilà, on est sur des mécaniques et ça fonctionnait pas. Donc ça, justement, c'est là où les CGI ont repris le relais, c'est-à-dire justement où il y avait des plantes ou des créatures avec des mouvements beaucoup plus complexes qui devaient s'ouvrir, voilà, un peu, on voit les fleurs, quand Camélia touche la fleur et tout ça. C'est ce qu'on aime en fait, ce mélange des deux où à un moment donné, tu n'arrives pas à distinguer, pareil pour le drone. On a créé un vrai drone, en fait. C'est un vrai drone qui vole. On a mis un an d'ingénierie à le faire fonctionner jusqu'à 2 mois avant le tournage. On ne savait pas si ça fonctionnerait ou pas, quoi. Et par miracle, ça a fonctionné. Donc voilà, on a utilisé ce vrai drone le plus possible. Et de temps en temps, en fait, quand on ne peut pas, on utilisait certains plans en CG, quoi. Ça dépend des pays. Je trouve que Vesper a été distribué dans une vingtaine de pays à peu près. En France, on a eu beaucoup de chance d'avoir un distributeur qui était très impliqué dès le début, qui s'appelle Condor, qui a tout de suite cru au film et qui a misé sur le film, donc qui a après acheté le film, donc qui a aidé à financer le film. Donc voilà, c'était un pari pour eux parce que après voilà, ils découvraient le résultat final et après donc ils décident de la fenêtre de distribution de la stratégie de distribution qu'ils vont avoir pour le film. Et donc on a eu de la chance, le film leur a plu, ils ont décidé vraiment de le pousser, de faire une grosse sortie. Donc le film est sorti en août 2022, mais sur, je ne veux pas dire de bêtises, je crois à peu près 400 copies. Ce qui est pour un petit film comme ça était plutôt bien au cœur de l'été, avec une très très belle campagne marketing, parce qu'il y a eu beaucoup d'affichage en métro et donc voilà, il y a eu une très très belle campagne et puis une très très belle distribution pour Vesper en France. Après, alors aux États-Unis, c'est IFC qui l'a distribué. On choisit plus une stratégie, ce qu'on appelle day and date. Alors c'est ce qu'on peut pas faire en France d'ailleurs, justement par rapport à la chronologie des médias et qui est très bien, et qu'il faut défendre parce que ça laisse la place à la salle en fait, ça laisse le temps au film de se développer en salle et tout ça. Tandis qu'aux États-Unis, ils peuvent le sortir à la fois en salle, en VOD en fait en même temps.
Ce qui fait qu'en fait, la salle est plus un produit d'appel en quelque sorte. La salle aide en fait à... c'est vraiment une distribution très, on va dire, très symbolique. Après, voilà, c'est plutôt la sortie DVD qui est vraiment le modèle économique, quoi. Ce qu'on appelle le day and date comme ça aux États-Unis. Après, il y a eu d'autres sorties comme ça, pas en Espagne, en Italie. Il est sorti là, justement, il y a quelques semaines au Japon. Mais non, globalement, ça s'est bien passé. Puis bon, après, le film continue à vivre sa vie. Donc, il y a eu l'exploitation en salle, mais ensuite il va sur les plateformes. Les distributeurs ensuite amortissent le film. Dans différents pays, en le revendant ensuite à Netflix ou Amazon. Après l'exploitation VOD. Donc voilà, il continue. On voit de temps en temps, il est régulièrement, quand il arrive en VOD, il est dans les top 10 en fait. Achievement unlocked. Ouais, non, surtout, moi je suis, en plus du cinéma, je suis un malade de jeux vidéo. En ayant travaillé sur l'interactivité, j'ai travaillé aussi sur du jeu vidéo, sur du game design et tout ça. Donc, Kojima, c'est le pape. Donc, et voilà, d'autant plus flatté que voilà, son approche justement toujours son approche du world building a toujours été très très inspirante. En tout cas de réfléchir comme ça tout de manière holistique en fait, dans l'intégralité, dans les moindres détails, dans les moindres gadgets, dans les moindres accessoires. La bonne annonce dernièrement de Death Stranding 2 et par exemple le device autour du cou de Léa Seydoux avec ses mains comme ça qui sont autonomes et qui peuvent ensuite tenir une cigarette ou faire des expressions. Voilà, ça c'est le genre de détails que j'admire particulièrement aussi chez Kojima, où il y a toujours aussi cette forme d'humour qui appartient qu'à lui, un peu absurde, et à la fois de travailler sur quelque chose de vraiment des choses grandioses ou dans le sublime, et toujours garder cette forme d'humour très prosaïque, et voilà, et aussi ce que j'aime chez Kojima, c'est son exigence aussi, et l'exigence qu'il a envers les joueurs. Dans Metal Gear Solid 2, je pense que beaucoup de joueurs qui ont joué se souviendront à jamais de l'échelle sans fin qu'on monte sans fin, et voilà. Et ça c'est ce que j'aime chez Kojima, c'est que il sollicite le joueur, et ça c'est quelque chose qui nous inspire aussi, et ça passe ou ça casse aussi. Dans Vesper, je sais que beaucoup de gens sont désarçonnés ou rentrent pas dans l'univers parce qu'on a cette approche aussi, je pense qu'on a cette approche qui vient aussi du jeu vidéo, en quelque sorte de donner des jouets, donner des outils, donner des éléments, et de dire aux gens, emparez-vous-en en fait, jouez avec en fait, faire quelque chose avec. C'est pour ça qu'on n'explique pas tout, on laisse beaucoup de choses volontairement dans le vague ou dans le flou, on esquisse des choses, mais pour que les gens en fait puissent s'en emparer, et du coup pour nous ça participe à l'immersion en fait. Si les gens s'en emparent et jouent avec, en fait, cet univers va commencer à exister à l'intérieur d'eux, ils vont rentrer à l'intérieur. Donc voilà, c'est ce qu'on retire un petit peu du jeu vidéo, qui vient un peu contaminer pour nous la forme dont on fait des films, de la même façon que les films contaminent le jeu vidéo, cette espèce de porosité. Et encore une fois, voilà, c'est la façon dont nous on apprend des choses, et ça marche ou ça marche pas. Je sais que ça laisse beaucoup de spectateurs, certains spectateurs de côté, parce qu'ils ont besoin d'être vraiment pris par la main et que vraiment tout soit explicité, tout soit vraiment très clair et très, très cartographié, de manière très très précise. Mais voilà, nous on a le sentiment que voilà, quand tout est mâché comme ça, on rentre moins. Si on rentre à l'intérieur, ensuite l'expérience devient plus forte en fait. Voilà. Et ça, voilà, ça aussi on retire entre autres de Kojima, mais de Kojima aussi. Et donc ouais, ça fait très très plaisir. On peut pas le cacher. Je veux bien vous croire, ouais. Avec beaucoup de plaisir et de satisfaction, et ouais, enfin, pas enfin, il y a toujours eu du genre en France, voilà, ça aille de Caro et Jeunet à Besson, à la French Fryer à l'époque. Là, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle génération aussi de réalisateurs et de producteurs aussi qui arrivent, qui voient aussi que voilà, toujours un petit peu
toujours en décalage, mais sur le modèle des États-Unis où on voit que voilà, c'est le genre fonctionne. Il y a une nouvelle demande de spectateurs aussi qui appréhendent les films, les histoires différemment, et donc qui sont friands de ça. Ça bouge en France avec cette nouvelle génération à la fois de réalisateurs et de producteurs. Voilà, des savoir-faire se mettent en place et c'est que le début et c'est passionnant. Après, nous, comment on se positionne par rapport à ça? Voilà, nous, on travaille du coup sur nos projets avec un producteur français, donc Alexis Perrin, mais après, sinon, encore une fois, comme Christina vient de Lituanie, en plus, nous, on vit dans le sud de la France, donc on n'est pas à Paris. Donc on a toujours été un petit peu, même si on a beaucoup d'amis en fait dans le milieu du genre et du genre français, et voilà, enfin, on a toujours, non pas parce qu'on le voulait, mais par la force des choses, on a toujours été un petit peu en marge. Ouais, on aimerait monter au créneau, au filet, en France un peu plus aussi. Et justement, tourner un film en français, ouais, ça c'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup faire. Ouais. Donc, mot de la fin, ouais, mot de la fin. Persévérance. Voilà, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Il faut s'économiser et puis savoir que voilà, ça va durer longtemps. Ça va être un peu ringard, mais ce slogan du loto, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Voilà, je dirais ça, c'est-à-dire que à la fin, ceux qui finalement y arrivent, ou qui arrivent à faire leur film, c'est ceux qui n'ont pas lâché l'affaire. Voilà, c'est une évidence de dire ça, mais à un moment donné, ça va se débloquer. À un moment donné, il va se passer quelque chose. À un moment donné, les planètes vont s'aligner. Ça peut prendre du temps. Nous, pendant des années, on a été dans les festivals, on a rencontré des producteurs, des gens. On a fait ça pendant des années. Je pense que les gens ont commencé, au bout de certaines années, à nous voir en disant ils sont toujours là, ils ont toujours rien de tourné, et les pauvres. Et puis on n'a pas lâché l'affaire, et puis on a continué, et puis à un moment donné, voilà, ça arrive. Donc persévérance. Mot de la fin. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Merci à vous. monsieur, pour votre disponibilité, pour cet entretien. C'est vraiment un immense plaisir et un très grand honneur. Et encore merci. Voilà. Merci à vous. Et bonne continuation, et puis peut-être à bientôt.